Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur une nouveauté sortie en 2025. Alors il va plus y en avoir beaucoup là normalement, peut-être même est-ce la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais pas, que je rattrape hors cinéma, mais il va bel et bien être question d'une œuvre sortie en salle. Et ce n'est pas de la fiction, oui, un documentaire, parce que c'est aussi du cinéma, et je n'en vois que trop peu en nouveauté malheureusement, et j'en évoque pas assez sur la chaîne. Alors il y a quelques semaines il y a eu The Neon People de Jean-Baptiste Toré, mais je crois que c'est tout pour donc 2025. Et ici, il va être question de Soundtrack to a Coup d'État. Voilà, un beau titre à l'international, réalisé et écrit par Johan Grimonpré, qui est belge, avec ici une coproduction belgeo-franco-néerlandaise. Un travail qui est sorti aux États-Unis l'année dernière, d'ailleurs, il a été proposé aux Oscars, et qui a eu une version courte sur Arte, mais c'est bel et bien la complète ici dont il va être question. Presque 2h30 d'un opus profondément historique, ici compté par montage avec images d'archives et voix off qui racontent avec en toile de fond de la musique, notamment le jazz américain, qui va jouer une importance presque capitale et de dilemme ici dans ce qui s'est passé fin années 50, début années 60, autour de l'indépendance du Congo, donc ex-colonie belge, d'où le réalisateur qui va aussi creuser dans les archives de son propre pays, tel un archéologue journaliste pour se muer en cinéaste aussi et avant tout. Ce qui se passe donc va mener vers une tragédie, l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba, qui était un véritable militant aussi, notamment pour le panafricanisme et cette idée que peut-être l'Afrique pourrait s'unir en forme d'États-Unis à eux. Évidemment, cet assassinat, on va le comprendre très vite, a été fomenté par la CIA, donc le président Eisenhower, avec la complicité de la Belgique qui certes avait, on va dire, offert, grâce à l'ONU surtout, l'indépendance au Congo, mais alors voulait garder une certaine mainmise, notamment via l'union minière, puisque au sud du Congo, il y a le Katanga, qui regorge d'énormément de richesses, de l'uranium, mais aussi d'autres matériaux encore utilisés de nos jours pour les batteries de téléphone. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à un film de fiction pour le coup, un biopic intitulé Muganga, qui rappelle ce que beaucoup de gens, notamment les femmes, subissent de nos jours, plus vers la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, mais ce sont malheureusement des lieux qui continuent à être exploités malgré donc l'indépendance depuis de tous ces pays-là. Il reste encore quelques traces de ce terrible colonialisme qui s'est mué en une forme d'impérialisme moderne via capitalisme, d'extraction, etc. Bref, peu de choses ont changé. Et nous sommes ici en présence d'un documentaire qui fait devoir de mémoire et qui raconte quelque chose, par exemple, qui a été très peu, on va dire, enseigné aux jeunes Belges et aussi, de toute façon, globalement dans le monde, même si il n'y a rien de nouveau. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne va pas déterrer des scoops, là non plus. C'est juste qu'on remet au goût du jour pas mal de choses. Et c'est un film d'une densité et d'un intérêt général absolu, puisqu'il y a énormément de détails. On pourrait s'y perdre presque, mais c'est pas bien grave ça. Vous avez quelques instants où vous pouvez largement décrocher, c'est pas le plus important. L'intérêt c'est de saisir aussi l'ambiance, le message militant derrière, parce qu'il y en a un, c'est évident, et cet aspect musical qui n'est pas juste là en habillage, voilà, pour faire joli, non, la bande son, la soundtrack, fait partie intégrante même de cette lutte et aussi de ce qui a pu malheureusement être utilisé à certaines fins, et ce, aux dépens même des, on va dire, racines, par exemple ici du jazz américain, qui, je vous le rappelle, est né alors, d'une fusion de beaucoup de choses, mais avant tout de rythmes africains, et ensuite par le blues déjà localement, au poids historique fort, évidemment, l'esclavage, etc. Et à une époque, dans les années 60, enfin au début de celle-ci, où il y avait encore une grande lutte pour les droits civiques, ainsi nous allons avoir quelques parallèles faits avec ce qui se passe donc aux États-Unis, avec des apparitions de Malcolm X, les actes aussi menés par Maya Angelou qui ouvrent et ferment le film puisque c'est en rapport avec l'assassinat de Lumumba. Et donc ce qui est très déchirant et fort, c'est que nous voyons le jazz ici utilisé comme un soft power à l'américaine pour, on va dire, pacifier, si on veut, l'Afrique. Ainsi, des gens comme Louis Armstrong ou Dizzy Gillespie vont être utilisés et envoyés parfois même aux pays, on va dire, où il pourrait y avoir quelques crises africaines pour détourner l'attention, tel un cheval de Troie, comme c'est marqué. On voit souvent
des utilisations notamment naïves de Louis Armstrong, qui bien sûr derrière a menacé de quitter les États-Unis quand il a compris pourquoi il était utilisé, avec Gillespie à côté qui, presque pour plaisanter, mais en fait c'était un véritable geste politique, comptait se présenter en rêvant d'un gouvernement qui pourrait enfin mettre en avant les droits civiques afro-américains, etc., etc., jusqu'à Abby Lincoln, qui apparaît notamment dans un cri final qui fait écho à ce qu'on voit au début et qui a fait partie de cette délégation, notamment de femmes, hein, qui ont perturbé l'ONU quand il y a eu donc cet assassinat pour crier leur colère. Et ça, c'est passionnant. Alors, au-delà de ces détails-là, parce qu'on en voit des artistes, on voit des musiques jazz et apparentées, ou avec les mêmes racines, notamment la rumba africaine, le mambo, qui de toute façon, dans tous les pays Amérique du Sud ou du Nord, ont, on va dire, aussi célébré une forme de révolution, une forme de militantisme qui, de base, vient aussi de gens qui sont des descendants de l'esclavage et qui, donc, ont vu aussi cette idée musicale naître dans les pays de leurs ancêtres. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pas non plus balancé en mode Wikipédia, etc. C'est dans l'art du collage et du montage, images et sons. Alors certes, on a quelques informations datées, etc. Mais on a surtout des citations, on a ces voix off et on a aussi beaucoup de points de vue. Le film multiplie pas mal les choses à ce niveau-là avec des anciens mercenaires, avec des gens de la CIA. Donc quand même, on voit certaines dénonciations en donnant la parole à des gens qui savaient et qui savent encore mais qui osent pas trop dire, avec aussi donc des archives du roi belge de l'époque, de Khrouchtchev. Alors parce qu'il y a l'URSS évidemment, on est en pleine guerre froide, l'URSS qui voulait mettre fin à l'impérialisme global pour mettre à mal aussi les États-Unis, qui certes n'était pas un pays colonial dans un sens stricto sensu, mais qui par, on va dire, son influence, notamment l'argent et tout, pouvait former une autre forme de colonialisme. Et donc il y a ce jeu-là où Khrouchtchev, qui paradoxalement déteste le jazz, mais il détestait le jazz parce que c'était utilisé par les Américains pour leur propagande à ses yeux, va donc essayer d'aider la décolonisation totale de l'Afrique, avec d'ailleurs quelque chose qu'il propose à l'ONU. Évidemment, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Grande-Bretagne votera contre ou s'abstiendra selon, mais vous l'avez compris, et oui, nous aussi, nous sommes en plein milieu de cela. Alors la France n'est pas mentionnée directement, mais il y avait l'Algérie à la même époque, et en parallèle, la lutte pour les droits donc de tous ces citoyens dans le monde entier. Malcolm X d'ailleurs déployant ceci au-delà des droits civiques américains, les droits tout simplement à l'humain, notamment africain aussi, de pouvoir avoir sa liberté totale. Alors, justement, avec ce rêve qui était donc tutoyé par Lumumba et d'autres, on va dire, dignitaires africains de l'époque, de créer le troisième pouvoir mondial alternatif, si vous voulez, en transformant le tiers-monde en troisième force, loin donc du capitalisme à l'américaine, impérialisme, et l'URSS à côté. Alors ça, peut-être que Khrouchtchev ne le voulait pas vraiment, mais cette idée qui restera d'ailleurs une chimère, même si ça a été relancé il y a quelques décennies, notamment par Kadhafi. Et oui, bon, forcément, il y a toujours un ver dans le fruit, quoi qu'en fasse. C'est un peu l'histoire de l'humanité, ça. Et c'est passionnant. D'ailleurs, on a aussi la militante panafricaniste André Blouin, là, qui est exprimée à travers certaines citations. On découvre plein de choses, voilà, sauf si on s'y connaît à fond dans le sujet, on ressort de là grandi d'informations, et c'est vraiment passionnant. Mais ce n'est pas que didactique, parce que justement, le jazz est utilisé, notamment, alors pas que le jazz, mais souvent le jazz, pour le coup, pour montrer les dissensions, les distorsions, cette envie de liberté. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, un dilemme, on le sent à travers certaines musiques utilisées, du free jazz parfois, quand ça bouge, ça veut changer les choses, et parfois quand ça commence à monter en tension et malheureusement en drame, on le sent aussi, c'est plus mélancolique, c'est plus sombre. On voit Nina Simone par exemple qui va chanter quelque chose de dur alors qu'il y a une scène qui est assez violente qui peut se passer à côté, des moments où on voit aussi le peuple africain subir et souffrir, que ce soit dans le passé ou récemment là avec les femmes violées donc en République démocratique du Congo. Bref, vous rattrapez Munganga aussi ce film, c'est génial, voilà, sur beaucoup de points, c'est génial. C'est peut-être un peu trop copieux parfois parce que t'aimerais que ça dure plus longtemps, que ça soit plus dilué, que ça se concentre plus sur certaines choses, mais c'est un travail de cinéma aussi, et par ce montage, par ce collage, par ce grand travail vraiment
vraiment de recherche et tout. On a quelque chose de précis malgré tout. Et quelque part, j'ai envie de dire que Gris-Montpré s'affiche ici en tant qu'héritage d'un Chris Marker, même si c'est très différent. Cette année, j'ai évoqué avec l'ami Albator Aka, qui est plus qu'un documentaire en fait, hein, c'est presque un essai cinématographique, mais sur Akira Kurosawa. Donc vous pouvez retrouver cela évidemment sur ma chaîne. Mais c'est passionnant ce qui a été fait là, ça a dû prendre des mois et des mois de travail. Et voyez-le, quoi, rattraper Soundtrack to au coup d'État. J'en parle là juste pour vous donner des pistes et vous donner envie. On va pas rentrer dans une analyse autre que ce que nous est offert là et le pouvoir des images terribles d'époque, l'ironie dure et le cynisme par moments qui est montré, et la force aussi des combats, de la fusion des cultures et aussi de comment, voilà, à Cuba, le mambo et ce qui peut se passer avec le jazz d'origine africaine aux États-Unis, toutes ces forces-là qui malheureusement peuvent être retournées contre elles par rapport à donc ce qu'a utilisé l'Amérique forcément avec la popularité de ce style musical, et aussi le questionnement de la place de l'Afro-Américain qui pouvait être méprisé sur le trottoir mais adulé quand il chantait, quand il faisait cette musique-là. Ça aussi, hein, on le connaît. C'est un peu mentionné dans le film. Enfin, il y a beaucoup de choses qui le sont. En tout cas, voyez Soundtrack 2 au coup d'État. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le dialogue qu'on fera dessus en commentaire, et je vous attends nombreux et nombreux à ce sujet, en vous souhaitant une bonne fin d'année. Là. Alors peut-être que c'est le dernier podcast de 2025 ou pas. J'ai peut-être encore une idée, mais c'est pas sûr que j'ai le temps. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Il y a encore des vidéos là pour finir de toute façon d'ici le 31 décembre. Ciao!